Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo qui servira à tous les passionnés de musculation pour vous éviter d'avoir des blessures, mais qui servira aussi énormément à tous les coachs désireux de comprendre la biomécanique. Donc je vais aborder dans cette vidéo un problème qui est récurrent en musculation. Ce sont les problèmes d'épaule et les syndromes d'accrochement, le manque d'espace sous-acromial qui fait que dans certains mouvements comme le développé nuque essentiellement, mais aussi les élévations latérales, toutes les élévations de bras, mais aussi parfois les tractions nuque essentiellement, on peut avoir des syndromes d'accrochement, l'infra-épineux, je vais vous montrer ça après sur des dessins que j'ai faits, donc des frottements de l'infra-épineux, mais je vais expliquer dans cette vidéo, chose qui n'a jamais été faite jusqu'alors, car je vous explique quand même que mes vidéos sont souvent de la recherche scientifique pur et dur et pas du réchauffé que je prends dans des articles plus ou moins scientifiques et que je viens exposer en disant voilà je suis un coach. Non, je suis quelqu'un qui fait des recherches en anatomie, recherche sur le vivant, recherche sur les squelettes, recherche grâce à l'imagerie médicale, donc j'ai accès par mes amis qui se blessent des fois, qui m'envoient leurs scanners, qui m'envoient leurs blessures, leurs comptes rendus. Donc j'ai une approche scientifique réellement, avec une base de données énorme grâce à mon Facebook et mon YouTube, parce que vous ne voyez pas sur mon Facebook ou mon YouTube tous les messages privés que je reçois, mais je reçois en moyenne, ça augmente de plus en plus, en général 3 à 5 blessures par jour. Donc vous calculez sur l'année, j'en reçois pas mal et je suis en train d'expliquer aux gens ce qu'ils ont, qu'ils doivent aller chez le médecin, comment se soigner. Donc c'est mon approche, en même temps l'approche dessinée, l'approche anatomique, mes études de dissection que j'ai faites pendant des années, mes études des beaux-arts, qui m'ont permis d'avoir cette vision interne tridimensionnelle. Comme je dis, je suis un X-Men, vous savez, celui qui voit à travers, moi j'ai un pouvoir par l'esprit, je peux voir avec comme des rayons X, mais c'est mon esprit qui voit à travers vous. Je lis dans votre corps, je lis vos blessures, voilà, grâce à mon savoir accumulé sur les années. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi entre les tractions barre fixe et les tractions nuque, la barre fixe ou les tirages nuque à la poulie haute et les développés nuque pour les épaules, développé nuque à la barre, pourquoi ces deux mouvements qui pourraient sembler similaires dans leur biomécanique, bien que l'un soit en mouvement de poussée et l'autre un mouvement de tirage, mais le mouvement articulaire des épaules pourrait sembler le même et générer les mêmes pathologies, et on va voir que c'est complètement différent et que les mouvements de tirage qui sont pourtant en nuque vont, même s'ils ne sont pas recommandés pour de nombreuses personnes, généreront beaucoup moins de blessures, de pathologies, de syndrome d'accrochement, donc d'usure et d'abrasion du tendon du supra-épineux. Donc je vais vous montrer ce que c'est qu'un supra-épineux et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça, c'est une avancée scientifique dans le domaine des pathologies sportives, je vais l'expliquer, pas besoin de faire de dissection, c'est juste de la physique, de l'énergie, c'est étudier le monde, étudier les lois physiques du monde, la loi des leviers, et vous allez comprendre très simplement pourquoi les tirages nuque génèrent moins de pathologies d'abrasion du supraépineux, bien que ça soit quand même dangereux pour le supraépineux, que les développés nuque qui, eux, sont souvent catastrophique. Alors j'ai dit souvent, mais pas toujours, mais bien souvent catastrophique pour la majorité des gens. Il y a des gens, bien sûr, qui pourront faire du développé nuque toute leur vie sans avoir de pathologie, et je l'expliquerai à la fin, je le note, de cette vidéo pour vous montrer quelles sont les morphologies qui ont en général moins de risques que les autres. Mais en général, on s'en aperçoit à l'usage. Malheureusement, quand on a mal, c'est trop tard. Donc, je vais vous parler alors du syndrome d'accrochement qui était quelque chose de connu chez les médecins, mais il faut savoir que cette pathologie typique que l'on rencontre en musculation, maintenant que l'on apprend dans toutes les bonnes facs de musculation, tous vos enseignements, vous les coachs qui m'écoutez,
Vous entendez souvent parler des dangers de l'abrasion du supra-épineux sur la voûte ostéofibreuse, comme je l'ai nommé, la voûte ostéofibreuse acromio-coracoïde. Alors acromio-coracoïde parce qu'elle part d'ici de l'acromion. Attendez, je vais vous le montrer sur mon... Elle part d'ici sur l'acromion, cette voûte ostéofibreuse, c'est une protection ostéofibreuse de l'articulation de l'épaule, et elle vient ici, c'est un ligament qui vient ici sur l'apophyse coracoïde, qui est ici l'apophyse en bec de corbeau, sur lequel s'attache le coracobrachial qui vient ici, c'est un muscle qui ramène un peu le bras vers l'avant, et qui est souvent lié, soudé au biceps. Et le biceps, c'est le long partie du biceps, le chef court, celui qui est interne, s'accroche ici sur l'omoplate et vient rejoindre le radius à cet endroit-là. On voit ici une petite tubérosité et l'autre partie du biceps s'accroche ici et vient s'accrocher au-dessus de l'articulation. Mais ce n'est pas l'essentiel. Donc il y a une voûte fibreuse une ostéofibreuse que je vais vous montrer ici sur un beau dessin que j'ai fait. Voilà, vous voyez, ça va parler. Voilà, vous avez ici un omoplate vu de profil, et là, vous avez cette voûte ostéofibreuse qui vient de l'acromion et qui vient sur l'apophyse coracoïde. Et sous cette voûte, il y a un espace par lequel passe le tendon du supra-épineux qui est ce muscle-là qui se trouve en haut. Alors, je vais vous le montrer, je baisse un peu, qui se trouve sur l'omoplate dans une loge. C'est un muscle qui est sous le trapèze qu'on ne voit pas, mais qui est en vérité un muscle assez volumineux, qui est la taille d'un bon steak, de 100 grammes, 120 grammes, des fois plus gros chez les bons balèzes. Donc on le voit ici, et on voit à peu près la coupe, il passe sous cette voûte ici pour rejoindre la trochlée, comment ça s'appelle, la tubérosité, ici, on va remonter ma vidéo, pour rejoindre la tubérosité de l'humérus. Alors il y en a deux, l'interne, la petite, et la grosse tubérosité. Et là, il y a la gouttière piscépitale qui passe entre les deux. Et là, vous avez le supra-épineux, ou le sus-épineux, comme on le dit maintenant, qui s'attache. Alors il a une voûte, il est ici, on le voit un peu ici. Il vient à l'intérieur de cette vous voyez, à cet endroit-là, il y a un espace dans lequel est logé le supra-épineux. Alors c'est un gros muscle, toute la partie charnue est là-dedans, et dans cette loge, on le voit bien ici, ici, à cet endroit-là, et il passe à l'intérieur, sous cette voûte ostéofibreuse pour venir s'accrocher sur l'humérus, et il amorce le mouvement de levée du bras. Alors c'est un muscle qui pose beaucoup de problèmes, je vais arrêter de le faire bouger, voilà, et qui a souvent des lésions et qui s'abrase au niveau de son tendon, souvent par manque d'espace. La conformation n'est plus fait pour lever les bras comme nos ancêtres qui grimpaient dans les arbres. Ça fait bientôt 2 millions d'années, 2 millions et demi, quand nos australopithèques ont commencé pas nos australopithèques, mais plutôt les homo habilis ont quitté les arbres. Les australopithèques montaient encore dans les arbres, donc ils avaient encore une mobilité et un vaste espace qui leur permettait de lever le bras sans abrasion. Et alors que nous, à partir d'homo habilis, à partir du moment où on a lancé latéralement, on n'a plus besoin de grimper dans les arbres pour se protéger des fauves. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Notre épaule s'est structurée d'une façon différente. La sélection naturelle est allée dans un autre sens, donc la voûte ostéofibreuse est une voûte de protection pour les chocs verticaux, et on s'est mis à lancer latéralement au lieu de lancer de haut en bas, donc avec plus de puissance, la rotation du buste en plus, qui permettait d'être très bon lanceur, très bon chasseur, pouvoir se protéger, alors qu'avant on lançait verticalement. Et en plus, le fait de ne plus monter aux arbres a fait que nos doigts se sont étendus, n'étaient plus au crochet, ce qui permettait de mieux crochet, parce qu'on se maintenait dans les arbres comme ça, ou pas tomber, sélection naturelle, celui qui tombe ne se reproduit pas parce qu'il a la jambe cassée ou il est mort. Donc à ce moment-là, celui qui se reproduisait, comme il ne montait plus dans les arbres, c'est celui qui lançait le mieux pour faire fuir le prédateur ou l'ennemi, ou chasser tout simplement à la pierre, ou après au jet, à la lance ou autre. Donc il y a une sélection qui s'est faite dans l'autre sens. Donc on n'est plus fait pour lever les bras, donc on a continué à lever les bras pour faire des élévations latérales et avoir de bons deltoïdes ou des développés nuques, et là on se nique
profondément, on se dit bien, profondément c'est bien le cas de le dire, le supra-épineux que je vous ai montré, hein, et on se fait, alors je vous montre encore sur mon bouquin, hein, voilà, vous voyez ici, supra-infraépineux, hein, voûte ostéofibreuse, et supra-épineux, sus-épineux, hein, infra, supra, sus-épineux, infraépineux, donc l'ancienne nomenclature supra, et maintenant c'est sus. Hein, sus-épineux, je ne me souviens plus, donc il y a ancienne, nouvelle, moi je suis un vieux de la vieille, donc les deux sont bonnes. Donc vous voyez, c'est un muscle qui, quand on lève l'épaule, hein, peut rentrer en conflit, hein, le conflit d'accrochement, donc on accroche dessus et on fait une abrasion du tendon qui peut finir par se couper. Donc c'est très douloureux, ça empêche les gens d'avoir un entraînement normal, c'est très chiant. Alors il faut savoir que ça, c'est moi qui l'ai apporté à la musculation, c'est moi qui l'ai expliqué. Vous apprenez mon savoir que j'ai donné par l'intermédiaire de mes livres, hein, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça a changé radicalement la musculation. Tous les articles, hein, ce sont des articles qui ont l'air de rien, mais tous ces articles, il n'y avait rien sur la musculation, sur les pathologies en musculation. Vous n'aviez que des pathologies en sport, et justement, ces pathologies d'épaule n'étaient pas traitées, et les médecins ne voyaient que les effets, et traiter les effets sans en connaître les causes. J'ai été le premier à apporter les causes de ces pathologies, hein, et à le traiter et justement à faire que maintenant dans les facs et à l'enseignement des coachs, on leur apprend que certains mouvements sont dangereux. Alors, sachez que c'est grâce à moi et par la suite à mon collègue Gundil, Michael D. Gundil, avec qui j'ai fait des livres qui sont vendus quand même, je vous signale, à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Donc on est quand même les leaders en strength training. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Alors après 11 minutes d'intro, hein, donc pour expliquer qu'avec cette pathologie qui est un peu chiante du supraépineux, pourquoi au développé nuque on a particulièrement cette pathologie et pourquoi en tirage nuque qui pourrait sembler la même chose, on l'a pas. Alors je m'étais interrogé souvent, alors je dis merde, parce que les mecs me posent la question, mais comment ça se fait qu'effectivement c'est plus dangereux de faire du tirage nuque, hein, à la barre fixe, hein. Tirage nuque, je vais vous montrer, c'est celui-là. J'aime bien vous montrer les dessins que je fais, on va vous expliquer. Voilà, tirage nuque, alors là c'est du tirage nuque à la poulie, hein, bien sûr, hein, voilà, tirage nuque, et le tirage nuque qui pourrait ressembler au développé nuque, hein, ici. Je vais vous montrer du développé nuque maintenant, on va le chercher. Du développé nuque avec un bel écorché que j'ai fait. Voilà, développé nuque qui pourrait ressembler, simplement il y en a un qui tire et l'autre qui monte. On voit le supra-épineux, hein, ici, hein, le sus-épineux. Hein, pourquoi le développé nuque, il est beaucoup plus dangereux que le tirage nuque, alors qu'on pourrait penser que le mouvement crée, en levant les bras, une abrasion du tendon. Vous voyez, on voit le supra-épineux et là, le tendon qui est ici. Alors pourquoi le tirage nuque est moins dangereux, pourquoi le supra-épineux est beaucoup plus dangereux, bien que les deux soient gênants, soit dangereux, mais il y en a un beaucoup plus dangereux que l'autre, alors que effectivement, je n'ai jamais entendu de gars me dire qu'ils s'étaient gravement blessés, qu'ils avaient eu une douleur sur du tirage nuque, hein, ou de la traction nuque. Hein. On a beaucoup de pathologies en street workout. N'oubliez pas que je fais des championnats de street workout. Hein. Je gagne, des fois je perds. Cette année, j'ai fait 3e au championnat, avec les meilleurs de France d'ailleurs, toute catégorie, donc il n'y a pas de catégorie poids de corps au salon du Body Fitness 2016. Et puis j'ai gagné le concours Grenade, donc je m'amuse, hein, sur le FIBO en traction. Donc vous voyez, c'est sympa. Alors pourquoi en traction on a beaucoup moins de pathologies alors qu'en tirage nuque, qu'en développé nuque, on a beaucoup. Alors voilà, je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez tout simplement ce qui se passe. Voilà. Alors, voilà le petit schéma. Vous avez ici, pour un mouvement qui semblerait similaire, le tirage nuque, et ici, vous voyez, le deltoïde qui joue, qui entre en jeu pour lever l'humérus, hein, et vous avez ici le grand dorsal, le principal muscle utilisé qui rentre en jeu pour faire du tirage nuque, donc d'attraction barre fixe. Et bien vous voyez que quand vous êtes en développé nuque, ici, hein, donc ce mouvement, hein, poussé verticalement derrière la nuque, hein, ben vous voyez que le deltoïde, il a tendance à ramener et tirer l'humérus, hein, donc l'os du bras qui est ici, vers le haut. Hein. Alors vous voyez, quand vous faites on va le mettre ici, hein, pour que vous compreniez,
quand vous faites du, c'est bien, quand vous faites du tirage, du développé nuque, ici, le deltoïde ici va tirer, ici, qui s'accroche ici, il va tirer l'humérus vers le haut, et en tirant l'humérus vers le haut, il va le rapprocher de la voûte ostéofibreuse, hein, de la voûte de ostéofibreuse de protection. Alors que quand vous faites comme je montre ici, du tirage nuque, alors c'est quand vous faites du développé nuque, hein, donc quand le développé nuque, le deltoïde tire l'humérus vers le haut et crée une mise en coaptation, hein, comme disent les kinés. Coaptation, ça veut dire en congruence l'articulation, donc là, il cale bien l'articulation les unes contre les autres, et bien le tirage nuque, donc les tirages nuque et les tractions barre fixe nuque vont mettre en décoaptation, hein, décoaptation, ce que disent les kinés, hein, l'humérus en le tirant vers le bas. Vous voyez, l'humérus, le grand dorsal s'accroche ici, il vient s'accrocher à cet endroit-là, et en tirant lors des tractions barre fixe, il va dès le début, même en position haute, hein, où normalement on devrait avoir un manque d'espace, il va tirer vers le bas tout l'humérus. Hein. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va décopter et il va éloigner la tête de l'humérus, vous voyez, de la voûte ostéofibreuse, en limitant du coup les risques d'abrasion du tendon du supra-épineux. Alors vous voyez que c'est quelque chose qui est en vérité assez simple mécaniquement quand on l'explique, comme je vous l'explique, hein. Ça bouge dans tous les sens, mais c'est pas grave, on s'en fout, je suis un mec naturel comme un JCVD, hein, on s'en fout, on ne fait pas dans le style, on fait dans le naturel, on explique les choses aux gens. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui pouvait paraître incompréhensible au début pour deux mouvements similaires, et bien tout simplement le grand dorsal décoopte, hein, et tire vers le bas, fait une décooptation de l'articulation en l'éloignant, hein, de la voûte ostéofibreuse, donc ça va limiter le frottement du supra-épineux, hein, limiter l'abrasion de son tendon qui risquerait de générer des pathologies particulièrement lourdes, alors que le développé nuque, comme on voit ici, hein, et bien vous avez le deltoïde qui est ici, ce deltoïde, ce gros muscle deltoïde va tirer vers le haut l'humérus, donc cet os, et va le rapprocher de la voûte ostéofibreuse qui est ici, et du coup vous risquez de coincer d'une façon douloureuse et dangereuse le supraépineux qui est ici, hein, comme je vous le remonte encore, au-dessus, le supraépineux qui est là, je vous le montre encore, voilà, hein, le supraépineux qui est ici, et risque à ce moment-là de le coincer sous la voûte ostéofibreuse qui est ici, hein, la voûte acromio-coracoïde ostéofibreuse. Donc vous avez l'espace qui est ici, l'humérus étant ici, il va remonter l'humérus, je vous fais le doigt l'humérus, c'est comme le doigt qui joue l'humérus, hein, bah, avec le deltoïde, hop, l'humérus, vous voyez, là c'est l'espace où il y a ce tendon, normalement, bah, quand le deltoïde va tirer, hop, ça va remonter comme ça et ça va coincer tout simplement le tendon du muscle sous la voûte ostéofibreuse et vous faire un bon rabotage. Et voilà pourquoi le tirage nuque est moins dangereux que le développé nuque, hein. Donc voilà, c'est un peu la merde. Donc dans tous les cas, ces deux mouvements ne sont pas à pratiquer par des personnes qui n'ont pas la morphologie. Alors les mecs vont dire, mais quelle est la morphologie pour pouvoir pratiquer ce mouvement? Alors en général, il y a peu de morphologie pour pratiquer ces deux mouvements, c'est pas le top, il y a moins de risques sur le tirage nuque et beaucoup plus de risques sur le développé nuque, comme je vous l'ai expliqué, mais là on va expliquer un peu en fonction des morphologies, sur le tirage nuque. Alors je vais vous expliquer les morphologies, sur ces morphologies, qui est bien adapté, qui peut faire ces mouvements sans grand risque, il y en a, je me souviens d'un gros black monstrueux qui était hyper fort en épaule, qui faisait du développé nuque à 160 kg, c'était Palméo, c'était les frères Palméo, ils étaient tous les deux énormes, ils faisaient de la série couchée à 200, 210, en série 10, c'était des monstres dans ma jeunesse au Véder Gym, et ce mec-là faisait du développé nuque, le frère, alors il y avait deux étaient forts, mais il y avait un des frères qui avait des épaules énormes, des épaules de Golgoth, comme on disait à l'époque, il faisait développé nuque à 160 kg en série, j'ai jamais vu ça. Alors j'ai vu moi 140 kg en série, j'ai vu faire un maxi à 160, bien descendu. Mais lui, il ne se rabotait pas le supraépineux. Alors pourquoi il ne se rabote pas le supraépineux? Tout simplement parce qu'il avait une possibilité de bien bouger les omoplates. Et ceux qui ont la possibilité de faire ces mouvements, bien que ces mouvements soient très dangereux, c'est ceux qui sont, très larges de clavicule,
Donc ce qui fait que quand ils descendent bien la barre, en vérité, ils ne la descendent pas énormément, hein. Donc ils n'ont pas à descendre très bas, et en plus, quand ils montent la barre, les omoplates restent en général vers le bas, donc il y a moins de problèmes, et surtout, hein, quand il y a une descente par exemple au développé nuque, vous n'allez pas, vous voyez, dans l'espace, un peu de mobilité, attendez, j'avais fait le dessin, vous voyez ici, hein, le fait d'avoir des omoplates très larges, hein, fait que la descente, les omoplates bougent, et il n'y a pas, oui, voilà, quand on est en tirage nuque, des fois je patauge un peu, quand on est en développé nuque, voilà, c'est à la fin. Quand on est en développé, ça, je confonds. Quand on est en développé nuque, le fait d'avoir les omoplates, les clavicules très larges, fait qu'il y a une mobilité des omoplates qui montent vers le haut, hein, donc ils sont très mobiles, et qui fait qu'en vérité, il n'y a pas une grande montée d'humérus. Vous voyez, là, c'est mon omoplate qui est monté, là, c'est mon humérus. Vous voyez, regardez. Là, c'est mon omoplate qui monte, là, c'est mon humérus. Le bras ne bouge pas. Hein. Là, l'épaule est montée, donc c'est l'omoplate qui monte. Donc, et là, c'est mon numérus. Donc, quand on fait un développé nuque, les gars, ils montent comme ça. Et si vous n'avez pas de place pour bien tendre, si vous n'arrivez pas à monter bien vos omoplates parce que vous n'avez pas de grande clavicule et c'est vite limité, hein, vous avez un peu de mobilité d'omoplate parce que l'omoplate il a une petite clavicule, des petits muscles, une petite largeur d'épaule, donc tout le mouvement va se faire au deltoïde au niveau de la montée. Et regardez, quand je veux monter uniquement avec le deltoïde, je suis bloqué. Hein, alors que quelqu'un qui a une mobilité d'omoplate, hop, il va tout de suite passer comme ça. Alors vous voyez, hein, donc moi, si un gars court d'épaule, s'il veut monter, ben, il va être bloqué et il va se retrouver en tirage nuque, hein, quand il est en bas, ou en développé nuque quand il est en bas, en développé nuque quand il est en haut, il va se retrouver avec le supraépineux complètement coincé. Alors celui qui est large d'épaule, lui, il ne va pas du tout avoir ce problème, puisque l'omoplate sera montée directement et il sera détendu, hein, surtout en traction barre fixe, et il n'aura moins de problèmes, même pour tendre les bras en l'air, puisqu'il n'aura qu'à contracter les trapèzes pour accentuer la montée totale, alors que le pauvre gars qui n'a pas beaucoup d'épaules, il va se retrouver avec un problème, hein, hop, vous voyez, alors que s'il monte les omoplates, il est là, hein, vous voyez. Voilà, alors imaginez les omoplates baissées, vous n'y arrivez plus, vous êtes dans la merde. Alors c'est surtout aux tractions barre fixe, mais à la montée, ça pose problème. Donc pas de mobilité d'omoplate. Quand vous montez le bras, ben, vous êtes bloqué et à ce moment-là, vous avez tendance à être tout de suite, à frotter tout de suite. Alors que quand vous avez une omoplate qui monte, hein, vous pouvez compenser en montant l'omoplate sans avoir à monter trop l'humérus. Alors ça, c'est une des causes, mais l'autre cause, bien sûr, morphologique, c'est l'espace sous-acromial. Il y a une injustice avec l'espace sous-acromial, vous voyez ici, hein, cet espace sous-acromial où passe le tendon du supraépineux, ben, il peut être, selon les individus, plus ou moins grand. Et il y a des gens qui ont peu d'espace sous-acromial, et donc quand ils vont monter les bras, hein, en l'air, ils vont tout de suite se râper le tendon du supraépineux. Donc vous allez vous retrouver avec des mecs qui vont tout de suite avoir des pathologies. Alors moi j'ai de la chance, j'ai pas du tout de mobilité d'omoplate, j'ai des clavicules de serpent, donc je ne peux pas lever mes épaules, donc ça m'a empêché de faire du développé nuque, hein, bien sûr, et du tirage nuque parce que je n'y arrive pas du tout, donc du coup j'ai pas généré de pathologie. Bien sûr, je me serais acharné à faire ça, j'aurais été le premier à avoir de graves pathologies d'épaule, mais ma morphologie est tellement bridée là-dessus que je ne peux même pas lever l'épaule latéralement. Je suis un handicapé des élévations latérales, ce n'est pas grave, je n'ai pas d'autres problèmes dans la vie avec ça. On n'est pas obligé de faire ces mouvements, ça ne sert à rien, et quand je passe devant, j'ai beaucoup de mobilité. Donc vous voyez. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc vous voyez, les morphologies qui n'auront pas de problème pour faire du tirage nuque ou du développé nuque, c'est ceux qui sont larges d'épaule et en plus qui cumulent un large clavicule, donc osseux, donc une grande mobilité d'omoplate et qui cumulent aussi un espace sous-acromial important. Voilà ce que j'avais à dire. Donc 24 minutes sur un sujet. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Ah, j'oubliais. Une autre chose, la petite cerise sur le gâteau qui fait qu'on a moins de problèmes en tirage nuque qu'en développé nuque, hein, c'est que lors des tirages nuque,
la gravité vous replace dans la bonne position, donc en général vers l'avant. Et quand vous tirez la barre, vous tirez les coudes en arrière, comme on peut le voir sur ma petite illustration qui est ici. Hein. Les coudes sont tirés en arrière, donc les coudes ne descendent pas en général latéralement sur le côté, ils tirent généralement bien vers l'arrière avec une rotation, vous voyez, une rotation de l'humérus vers l'avant. Et quand on fait une rotation de l'humérus vers l'avant, on passe le tendon vers l'intérieur, ici où il y a souvent un peu plus d'espace. On passe le tendon ici quand on fait une rotation de l'humérus vers l'avant, le tendon s'accrochant ici, le tendon supraépineux, quand on fait traction nuque, donc traction nuque, rotation de l'humérus vers l'avant, développé nuque, rotation de l'humérus vers l'arrière. Rotation de l'humérus vers l'arrière fait que quand on lève le bras, on a plus de chances de frotter le tendon du supraépineux, alors que quand on tire vers l'avant avec la rotation vers l'avant, on a en général moins de chances de se frotter le supraépineux sur la voûte ostéofibreuse. Vous voyez, donc c'est vraiment en vérité différent, ça n'a pas l'air, mais ce sont deux mouvements qui pourraient paraître similaires, mais qui ont des répercussions différentes et sur la traumatologie de l'épaule. Vous voyez donc, tirage nuque, développé nuque pas recommandé, mais développé nuque beaucoup plus dangereux pour le supraépineux que le tirage nuque à cause justement de cette décooptation, comme je le dis encore, on va la remonter encore, décooptation de l'articulation, tirer l'humérus vers le bas, ce qui laisse de l'espace entre l'acromion et la clavicule, et ça ne compresse pas le supraépineux, alors que le développé nuque va tirer l'omoplate vers le haut, vous voyez, lors de la montée de bras, et va réduire l'espace au-dessus de la tête de l'humérus et va faire en sorte que ça va coincer le supraépineux entre la voûte ostéofibreuse coraco-acromiale et la tête de l'humérus, voyez, à cause du deltoïde qui va faire une action de cooptation, alors que le grand dorsal va faire une action de décooptation. Ça, c'est la première cause, je répète encore. Et la seconde cause, c'est rotation de l'humérus qui va faire qu'en tirage nuque, le mouvement sera plus fluide et il y aura moins de risque de frotter le supraépineux le supraépineux sur la voûte ostéofibreuse. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est pas le supraépineux qui est abîmé, on va rigoler un peu. Quand on fait du tirage nuque, ça va être le supraépineux et peut-être un peu plus, moins le supraépineux et plus l'infraépineux à ce moment-là. Ça, c'est la blague. Mais c'est vrai, bien sûr, comme ces tendons sont assez proches. Mais au développé couché, en général, on se nique l'infraépineux, donc celui qui se trouve dessous. Ça fait une vidéo quand même qui va être pour les kinés, là, celle-là. Donc, le développé à cause de la rotation du bras de l'humérus, on va se niquer celui-là. Et la rotation vers le haut va se niquer celui-là. Donc vous voyez que plus le coude étant, l'humérus est en rotation vers l'avant, donc tirage nuque, rotation vers l'avant, on tire comme ça, les coudes en arrière, c'est puissant. Donc on tire les coudes en arrière même si on est à la nuque. Donc on va moins risquer le supraépineux parce qu'il part vers l'avant, et plus le développé nuque est vertical, le tirage nuque est vertical, plus on va se niquer le supraépineux, mais en général on ne se nique pas trop le supraépineux au tirage nuque à cause de cette rotation du l'humérus et cette décooptation due au grand dorsal. Et donc, je termine, développé nuque, c'est l'inverse. On tire verticalement et là, on pousse verticalement et là, c'est le supraépineux qu'on prend directement plein gueule par la rotation de l'humérus et par l'action de cooptation du deltoïde. Voilà, c'était Fred de l'avion, on peut en faire des tonnes. 30 minutes, c'était quand même du haut niveau. Je ne sais pas si vous allez tout comprendre, mais pour les coachs qui me suivent, vous allez quand même vous en sortir avec un meilleur niveau et vous pourrez être brillant devant vos élèves, ou si vous passez vos diplômes, vous pourrez les passer haut la main. A bientôt, c'était Fred de l'avion.